Le monde n'est plus tout à fait le même ce matin. Cette nuit, l'Amérique a attaqué l'Iran. Les États-Unis ont lancé une attaque contre les sites les plus stratégiques du programme nucléaire de Téhéran. 3 installations ont été visées en pleine nuit. Le déroulement exact de l'opération reste à préciser. Mais Donald Trump, cette nuit, a livré quelques éléments lors d'une allocution solennelle à la nation américaine. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les futures attaques seront bien plus puissantes et bien plus faciles à mener. Voilà, donc cette opération a été lancée par les États-Unis qui ont bombardé 3 sites nucléaires, Natanz, Ispahan et Fordo. Et Fordo qui fait partie des sites stratégiques. Donald Trump annonce que tout a été détruit. Les premières images avec Clément Gauvin. Entouré de son vice-président, son secrétaire d'État et son secrétaire à la Défense, Donald Trump s'adresse au monde au milieu de la nuit après les frappes américaines sur l'Iran. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. Le président américain s'est entretenu avec le Premier ministre israélien après les frappes. Il s'est félicité de l'action menée avec ses alliés. Je tiens à remercier et féliciter le Premier ministre, Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe, peut-être comme aucune autre équipe ne l'a jamais fait auparavant. Et nous avons fait un grand pas vers l'effacement de cette terrible menace qui pèse sur Israël. Sur son réseau social, le président Trump avait exigé que l'Iran mette fin à la guerre. Dans son discours, il s'est montré plus menaçant. Il y aura soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran, bien plus grande que ce que nous avons vu ces 8 derniers jours. N'oubliez pas, il reste de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile et peut-être la plus létale. Mais si la paix n'arrive pas rapidement, nous viserons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être neutralisées en quelques minutes. Les responsables de la défense américaine doivent prendre la parole lors d'une conférence de presse dans les prochaines heures. Bon, c'est un Donald Trump assez menaçant. Alors, il aimerait éviter de nouvelles frappes, mais il est quand même assez menaçant, Thierry Arnaud. Oui, parce qu'il se rend bien compte qu'on rentre désormais dans ce qu'il appelle la phase 2 de ce qu'on appelle à Washington la phase 2 de ce conflit, c'est-à-dire qu'après les opérations américaines, il y aura une réaction iranienne. Et parmi les réactions prévisibles, il y en a plusieurs, mais la première qui vient à l'esprit, la plus évidente, c'est celle que les Iraniens d'ailleurs eux-mêmes ont annoncée, c'est d'aller frapper les bases américaines dans la région. Et on a une quinzaine, ce ne sont pas les cibles qui montent, Oman, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis, Jordanie. Évidemment que l'Iran se prépare à ça. Les plans existent, les cibles sont connues. L'agence d'information iranienne et l'état-major iranien ont publié la carte de ces bases américaines qui étaient autant de cibles. Donc le président américain sait bien qu'aller frapper les intérêts américains, ça peut être une réponse. Ça peut être aussi un appel du régime iranien à tous ceux qu'ils soutiennent et à tous ces mandataires et à tous ces réseaux, en particulier ces réseaux terroristes, d'aller frapper les intérêts américains partout dans le monde. Donc le nombre de cibles est absolument énorme. Ça peut être aussi des commandos qui sont lancés contre des installations pétrolières du Golfe pour provoquer une crise mondiale de l'énergie. Ça peut être aller bombarder et mettre hors d'état de nuire le détroit d'Ormuz par lequel transite 20% de la production pétrolière mondiale et gazière également. Donc il y a un éventail de réactions possibles qui visent directement ou indirectement les intérêts américains qui est absolument considérable. Les États-Unis le savent, Donald Trump le sait, et c'est la raison pour laquelle le message, ça a été de dire, 1, on a frappé, ça a été un succès total, mais 2, attention surtout à ne pas aller vous en prendre aux intérêts américains, parce que là, la réplique sera d'une toute autre dimension pour l'Iran. Là, on s'est contenté d'aller frapper avec précision 3 cibles nucléaires, mais on peut aller frapper beaucoup plus, un nombre de cibles beaucoup plus nombreux,
avec des conséquences beaucoup plus graves pour l'Iran. Et c'est ça la menace qu'il a brandie, évidemment, dans cette allocution. Il y a une riposte qui est presque évidente pour l'Iran, le général, c'est Israël, parce qu'il n'y a, pardon pour l'expression, mais plus qu'à appuyer sur le bouton. Israël est en état d'alerte. Il y a déjà eu des tirs de missiles cette nuit et des détonations. Oui, et là, je dirais, c'est la suite, hein, puisque nous sommes dans le 10e jour de guerre de ce qui se passe depuis donc 10 jours. La poursuite de frappe, sachant que contre Israël, les Iraniens n'ont que deux modes d'action, c'est les drones et les missiles. Et donc, oui, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont plus d'aviation. Voilà, ils n'ont plus d'aviation et ils ne peuvent pas faire d'attaque terrestre en quelque sorte. Donc, mais ce qui veut dire que c'est une menace permanente pour la population civile, hein, puisqu'on le voit avec le fait que les Israéliens ils passent leur vie entre chez eux et les abris. Il en demeure pas moins que la question qui est posée, c'est quelles sont encore l'ampleur des stocks de missiles des Iraniens. Peuvent-ils tirer des centaines, voire des dizaines de missiles? Combien de jours? Mais il est clair qu'ils vont essayer de poursuivre ces frappes contre Israël, parce que c'est en fait le seul mode d'action qu'ils puissent avoir aujourd'hui. Alors on parle même de 30 missiles qui auraient été tirés sur Israël. Élise Phillips, vous êtes accompagnée également avec Simon Pires de Souza. Vous vous trouvez justement dans le bunker de votre hôtel, parce que les sirènes ont rugi il y a quelques minutes seulement, et vous avez dû aller vous mettre en sécurité. Oui, tout à fait. Et tout le monde ici à l'hôtel s'est mis en sécurité quand l'alerte a été déclenchée, parce que les Israéliens s'attendaient aux répliques de l'Iran quelques heures seulement après l'attaque américaine. Et ça n'a pas tardé. Environ 10-15 minutes maximum après les alertes, on a entendu de très fortes détonations ici, même depuis l'abri, alors qu'on est en sous-sol. Et pourtant, même ici, les murs ont tremblé, les vitres aussi. Eh bien, on attend de savoir quelles sont les conséquences de ces frappes. On sait qu'il y a déjà plusieurs endroits qui ont été touchés, notamment à Haïfa, à Tel Aviv, peut-être aussi dans le sud d'Israël. Les services de secours israéliens ont annoncé se rendre sur les différents lieux d'impact pour chercher d'éventuelles victimes. On voit déjà passer des images sur les réseaux sociaux d'endroits détruits avec peut-être des victimes, des blessés sous les décombres. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir quelles sont les conséquences de ces frappes, mais il y a toujours une alerte qui est en cours. Il y a d'ailleurs eu plusieurs alertes, une première, puis une deuxième et maintenant une troisième. Donc pour l'instant, il n'est pas encore recommandé de sortir des abris. Ici, dans l'hôtel, dans l'abri de l'hôtel, on est avec les Israéliens qui, pour l'instant, restent en place et attendent vraiment que les autorités annoncent que c'est sécurisé de sortir. Mais effectivement, ces frappes qui sont en cours, alerte maximale sur Israël. Tout le monde s'attendait à ces frappes, mais ça a été effectivement très rapide, quelques heures seulement après l'attaque américaine. Élise Phillips, depuis Tel Aviv, la télévision d'État iranienne qui annonce il y a quelques minutes donc que l'Iran a tiré 30 missiles vers Israël, ce qui confirme l'alerte générale qui règne actuellement sur Israël. Donc l'actualité en direct, c'est évidemment l'alerte en Israël, mais ce qui a tout déclenché, c'est donc l'opération américaine menée cette nuit. Thierry Arnault, faut qu'on évoque ces frappes américaines qui changent beaucoup de choses dans la région. L'Iran, pour les États-Unis, c'est l'axe du mal. Les États-Unis, pour l'Iran, c'est le grand Satan. Ça fait des décennies que ces deux pays sont en quasi-conflit, mais ça n'a jamais été aussi direct comme affrontement. Non, ça n'a jamais été aussi direct. La décision prise par Donald Trump n'était pas évidente de son propre point de vue, puisqu'il a lui-même pendant des années expliqué qu'il ne fallait pas aller en guerre contre l'Iran et qu'il fallait négocier. Il le disait encore ces derniers jours, mais il a choisi de saisir ce qu'il considère être une opportunité, parce que l'Iran était historiquement affaibli, parce que manifestement il a été convaincu par les plans que lui ont été présentés par l'état-major américain pour cette intervention très ciblée, qui a fait appel donc à ce fameux bombardier B2 que l'on voit à l'image dans le studio et ces missiles GBU-57 qui permettent de pénétrer en profondeur. Si l'on en croit les informations rapportées par les médias américains, ce sont 6 missiles qui ont été successivement utilisés pour aller toucher cette base souterraine de Fordo. On voit le B2 à l'image et ensuite, ce sont des missiles Tomahawk qui auraient été utilisés sur les 2 autres cibles tirés depuis des sous-marins américains basés dans la région. Toutes précisions qui devront être confirmées dans les heures qui viennent. Il y a notamment en début d'après-midi en française, en début de matinée aux États-Unis,
conférence de presse qui sera tenue par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, pour donner davantage de détails sur le déroulement de cette opération. En tout cas, ce qu'annonce Donald Trump dans cette nuit, c'est qu'elle a été un plein succès, que tous les objectifs ont été atteints, détruits totalement, dit le président américain, sans aucune conséquence dommageable pour les forces américaines. Tous les avions sont rentrés sur leur base. Aucune cible américaine n'aurait été atteinte en représailles par les Iraniens. Alors j'ai bien compris, Thierry Arnaud, tous les arguments que vous venez d'exposer qui ont poussé Donald Trump à prendre cette décision. Mais lui, en tant que président des États-Unis, pourquoi avoir pris cette décision d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue politique interne, même on le sait, dans son parti, dans son propre camp, on n'était pas pour ces frappes? Alors, parce qu'il considère qu'il y a une victoire possible et définitive pour lui qu'en allant frapper l'Iran maintenant et fortement, on va obtenir une paix rapide. C'est en tout cas le pari qu'il prend. Mais ça n'est qu'un pari, naturellement. Il y a des risques. Le risque, c'est d'entraîner les États-Unis dans une guerre, dans une escalade. Il y a un risque, vous l'évoquez, de politique intérieure aussi. On sait qu'une partie de son courant était hostile à ces frappes, au nom du principe de l'Amérique d'abord, America First, qu'il a développé tout au long de sa campagne et tout au long du début de son mandat, bien sûr. Il y a eu un premier petit sondage qui a été fait cette nuit par le Washington Post qui dit que les Américains sont opposés à 45% à cette frappe alors qu'ils sont qu'un peu plus de 20% à la soutenir. Donc on voit qu'il y a un vrai effort à faire de conviction de l'opinion publique américaine. Il prend ses chances, le président américain, cette nuit. Il fait un pari, mais encore une fois, ça n'est qu'un pari. Pour annihiler le programme militaire nucléaire iranien, il fallait de toute façon que les Américains interviennent parce qu'ils sont les seuls à disposer dans leur arsenal de la bombe qui peut frapper en profondeur et du bombardier, le B-2, donc capable de l'embarquer. Antoine Sabardin. 52 mètres d'envergure, une silhouette triangulaire. Le bombardier B-2 est l'outil parfait pour mener à bien une telle mission. Il ne donne pas une signature radar plus grosse que celle d'un oiseau, ce qui lui permet en fait de pénétrer les lignes ennemies. Ce n'est donc pas un hasard si c'est cet avion qui est mobilisé par les États-Unis, car autre atout de maître, son autonomie est estimée à 11 000 km. Ces B2, on les connaît pas mal, puisqu'on les a vus en action à l'époque de la guerre du Kosovo, en faisant des missions qui partaient de leur base dans le Missouri, de Whiteman Air Force Base dans le Missouri, et certaines missions duraient 35 heures. Ces dernières heures, des mouvements avaient été repérés sur l'île de Guam dans le Pacifique et l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, deux bases américaines situées respectivement à 7500 et 5000 km de l'Iran. Cet avion est également le seul dans la flotte américaine capable d'embarquer la bombe GBU-57, ogive de 13 tonnes et surnommée l'arme anti-bunker capable de frapper en profondeur jusqu'à 60 mètres. C'est une bombe traditionnelle, mais dont la capacité d'explosion, la capacité de nuisance se chiffre en pratiquement plusieurs centaines de kilos d'explosifs, voire presque une tonne d'explosifs. Chaque B-2 de l'armée américaine est capable d'embarquer une GBU-57. Image en direct d'Israël et plus précisément de Jérusalem. On vous les montrera dans quelques instants. Voilà. Il y a dans le métro, on est en train de se réfugier. Voilà, les sirènes ont retenti cette nuit sur Israël. 30 missiles ont été tirés par l'Iran, c'est ce qu'a annoncé la télévision d'État iranienne. Et donc, les Israéliens, comme ils en ont pris l'habitude depuis plusieurs jours désormais, sont réfugiés dans les bunkers. Voilà, on découvre les informations, on prend les informations au compte-gouttes, comme vous pouvez le constater. Vous l'avez vu aussi tout à l'heure, nos envoyés spéciaux, par exemple, qui sont à Tel Aviv, qui ont dû se réfugier dans le bunker de leur hôtel parce que des sirènes ont retenti il y a maintenant plusieurs dizaines de minutes. Et puis, il y a eu une trentaine au moins de tirs de missiles. Je voudrais juste revenir sur une chose générale. On voyait dans le sujet ces fameux bombardiers B-2 donc, qui ont été utilisés. Là, on le sait ou pas déjà? Est-ce qu'ils ont été utilisés par les Américains cette nuit? Ah oui, de toute façon, oui. Et là, ces bombardiers, où sont-ils? Est-ce qu'ils peuvent... Ah, ils sont rentrés. Voilà. Il faut qu'ils rentrent pour revenir éventuellement, pour être réutilisés. Oui, comment ça fonctionne? Le bombardier B-2 est un bombardier ultra sophistiqué qui est capable de voler pendant des dizaines de kilomètres, j'entendais. En fait, la vraie problématique, c'est qu'il est ravitaillable en vol. La limite, en fait, c'est l'équipage. Voilà, ils sont deux, c'est la difficulté. Alors, c'est l'humain en fait, pas la machine. Non, c'est pas la machine. Alors il faut souligner par exemple que pendant les vols de transit, entre guillemets,
c'est les pilotes automatiques. Je ne dis pas qu'ils dorment, mais la charge mentale est relativement facile pendant les phases de transit. Mais comme c'est un bombardier très sophistiqué, il demande une maintenance très complexe, et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce bombardier, il part généralement des États-Unis, puis il revient après sa mission. On a vu, Général, sur ces images, alors c'est des images qu'on est plutôt habitué à voir en pleine nuit, mais on a vu des traînées blanches dans le ciel de Jérusalem. On a vu aussi des petits impacts. Ça, c'est le dôme de fer qui entre en action, ça. Alors oui, donc le dôme de fer, voilà, avec soit l'interception. Alors là, c'est vraisemblablement peut-être le fait que le missile était touché. Ce sont des débris, là, éventuellement. Ouais, c'est peut-être des débris, voilà. Une chose est sûre, c'est que c'est un système qui est très efficace, qui n'est pas totalement étanche, il n'y a pas 100% de garantie, mais il a permis de limiter au maximum donc, les pertes civiles. Maintenant, l'une des questions que se posent les experts, c'est que le dôme de fer, alors c'est plusieurs systèmes qui se complètent, mais intercepter les missiles balistiques demande des missiles qui, eux, sont sophistiqués et coûtent cher. Et donc, il y a un risque de pénurie des stocks et qui pourrait fragiliser effectivement le dôme de fer. Et s'il y avait un manque de missiles, eh bien, ça serait un problème et il y aurait plus de missiles iraniens qui pourraient passer. Alors, impossible en l'état, Thierry Arnaud, de dire s'il s'agit de débris ou de missiles iraniens qui tombent. Reste que ces images sont extrêmement impressionnantes, qu'il y a eu des explosions qui ont été entendues très puissantes à Tel Aviv et à Jérusalem, et que les Israéliens sont appelés donc à s'abriter. Peut-être Haïfa également, effectivement, on sait bien que ce dôme de fer israélien, il est très efficace, mais il ne l'est pas à 100%. Et que donc le risque, c'est évidemment que des missiles arrivent à passer à travers, ce qui semble être le cas ce matin, semble-t-il. On en attend évidemment confirmation. Je rappelle le principe de fonctionnement du dôme de fer. En 3 temps, quand le missile est tiré, il y a une première phase qui est la détection du point de tir. À partir de ce moment, se déclenche immédiatement la deuxième phase qui est le calcul de la trajectoire de ce missile qui permet d'anticiper son point d'impact. Et en fonction de son point d'impact, on décide si on va l'intercepter ou pas, parce que si un missile est tiré au milieu du désert, par exemple, c'est pas la peine de gaspiller, si j'ose dire, des missiles antimissiles qui vont intervenir et le neutraliser. Donc à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de risques qui rentrent en considération, que le nombre de missiles soit à ce point important, que le système soit débordé, que le calcul de la trajectoire ne soit pas tout à fait juste, qu'il y ait un incident technique au moment de l'intervention. Et puis, même si interception il y a, si ça se produit au-dessus d'une zone à forte densité d'habitation, évidemment, le risque, c'est qu'il y ait des débris qui tombent et qui provoquent des blessés également. Donc voilà tout un tas d'hypothèses qui restent à confirmer dans les minutes ou dans les heures qui viennent. Oui, parce que plus il y a de missiles, plus c'est difficile à gérer. Je crois que les Américains aussi jouent un rôle important dans ce système de défense de ce dôme. Oui, ils participent notamment à la détection, effectivement, mais le dôme de fer, globalement, Pauline, reste un système qui est autonome. Les Israéliens ont les moyens de le faire fonctionner, encore une fois, dans les limites de quantité. À partir du moment où il y a un nombre de missiles tirés qui dépasse la capacité du système ou qui le porte à saturation, ça devient beaucoup plus difficile de le rendre complètement opérationnel. Je voudrais qu'on écoute tout de même le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'était sa première prise de parole après l'annonce de l'opération américaine. Et c'est en anglais qu'il s'est directement adressé à Donald Trump et aux États-Unis. Benjamin Netanyahou. Congratulations, President Trump. Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les sites nucléaires iraniens avec le formidable et grand esprit américain va changer l'histoire. Sur le front des opérations, Israël a fait de superbes choses. Mais avec les actions de ce soir contre les installations nucléaires iraniennes, l'Amérique est véritablement indépassable. Ils ont fait ce qu'aucun autre pays sur Terre ne peut faire. Ce soir, le président Trump a agi avec beaucoup de force. Président Trump, je vous remercie. Israël vous remercie. Les forces civilisées vous remercient. Thierry Arnaud, il y a une certaine satisfaction dans la prise de parole de Benjamin Netanyahou. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu le scénario idéal dans ce contexte pour le Premier ministre israélien? Oui, et on se posera, et les historiens trancheront dans les mois ou des années qui viennent, la question de savoir si finalement
Donald Trump n'a pas été entraîné dans cette situation, si le Premier ministre israélien ne lui a pas forcé la main en créant les conditions qui ont en quelque sorte imposé Il parle d'une ce choix coordination parfaite, d'ailleurs, Benjamin Netanyahu, avec oui, lui. et Donald Trump également. Donc, c'est la meilleure situation possible pour lui, bien sûr, de voir les États-Unis rentrer à leur tour dans ce conflit, parce que ça renforce considérablement la pression sur l'Iran, les moyens qui sont déployés pour anéantir le nucléaire iranien, voire au-delà. Ce qu'il redoutait plus que tout, c'est que l'Amérique reste sur la réserve, choisisse une solution négociée plutôt que la poursuite de ses frappes et la participation américaine. Donc ce scénario, c'est celui que voulait Benjamin Netanyahou, ça ne fait aucun doute, et ça, évidemment, ça transparaît dans les propos qu'il tient ce matin. La tension est grande en ce moment parce qu'on se demande à quel point la riposte de missiles tirés par l'Iran a touché Israël. Ce sont les premières images qui nous parviennent, images en direct de Tel Aviv où un imposant dispositif de secouriste est en train de se déployer. Il y a eu un impact, impossible à l'heure actuelle de savoir s'il s'agit de l'impact d'un débris de missile ou de l'impact d'un missile lui-même. Évidemment, les dégâts ne sont pas du tout les mêmes, général. Oui, on le voit depuis le début. Alors, les débris, a priori, vont causer des dégâts matériels, mais si c'est le missile lui-même qui a touché, là, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants et il peut y avoir des pertes civiles, sachant que, a priori, les Israéliens sont à l'abri. Mais là, on voit visiblement que, on voit visiblement, vous voyez, ce monsieur qui a dû être, qui a été blessé lors de la frappe. Il y a eu 2 vagues, c'est ce qu'on lit en fait, de salves de missiles, une trentaine au total. À une demi-heure d'intervalle se pose la question de l'intensité de ces frappes iraniennes. Est-ce qu'elles vont être multiples aujourd'hui? Alors, il y en a eu même quasiment tous les jours. En fait, il y en a eu tous les jours depuis 10 jours maintenant, sans interruption. Mais est-ce qu'elles peuvent être encore plus nombreuses en réponse à la frappe américaine? Eh bien, justement, c'est la question qui se pose, c'est de savoir quelle est aujourd'hui l'ampleur des stocks de missiles disponibles. C'est ça la clé, en fait. C'est ça la clé, voilà, exactement. Alors, il y a les missiles et les lanceurs. Il faut comprendre que le missile, il faut le mettre pas tout seul. sur un camion, et beaucoup de lanceurs ont été détruits. Mais là aussi, il faut comprendre que on estimait... Alors, je prends par exemple les propos du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans son interview chez nos confrères du Parisien, qu'il y avait 2000 missiles. Alors, il y en aurait au moins 500 qui ont été tirés depuis le début. Mais est-ce qu'il en reste 1500 ? Est-ce que tous les missiles sont en état de fonctionnement ? Général, juste qu'on se rend compte, 2000 missiles, ça représente quoi, en fait, par exemple, par rapport au nombre de missiles détenus par Israël ? Alors, en fait, Israël n'a pas l'équivalent. Israël va utiliser son armée de l'air pour aller bombarder les sites iraniens. Voilà. Donc, 2000 missiles, c'est beaucoup, c'est conséquent. Oui, c'est beaucoup, mais et en même temps, si les stocks diminuent rapidement, c'est-à-dire que est-ce que Téhéran peut tenir une semaine, 2 semaines, 1 mois en tirant 25 à 30 missiles par jour? Si vous faites 25 par 30, vous arrivez très vite à l'épuisement des stocks iraniens. Sachant que ces missiles, ça ne se fabrique pas comme ça en l'espace de quelques jours. Sur ces images, Général Pellistroni, je ne voudrais pas m'avancer, mais si les dégâts qu'on a, c'est ce balcon, ça ne ressemble pas aux dégâts directs d'un impact de missile. Les images de Bat-Yam, il y a quelques jours, où c'était des images effrayantes, tout à fait. Ça n'a pas la même dimension. Là, c'est plutôt une chute de débris. Apparemment, oui. Parce que il faut bien voir que si le missile arrive au sol, s'il n'a pas été intercepté, l'immeuble, il est pratiquement pulvérisé. Alors que là, visiblement, c'est plutôt effectivement des débris qui ont touché. Alors, ça peut toucher des balcons, ça peut créer des incendies, mais globalement, ça a l'air... c'est pas la même gravité. C'est pas la même gravité. En même temps, c'est une image assez serrée, donc on ne voit pas très bien ce qu'il y a autour, et il vaut mieux être effectivement... Alors justement, on a un bilan provisoire pour l'instant. On nous parle de 11 blessés dans ces frappes iraniennes, donc du côté de Jérusalem. Là, on est à Tel Aviv, mais les 11 blessés, c'est très provisoire pour l'instant. C'est à Jérusalem. Ça veut quand même dire aussi, et c'est ce qu'on dit depuis ce matin, Général Pellistroni, c'est que la donne a changé cette nuit.
La donne a changé. Les Américains se mêlent de ce conflit entre l'Iran et Israël. On savait qu'ils soutenaient Israël. Cette fois, ils s'impliquent directement. Et ça donne une dimension tout à fait exceptionnelle à ce qui est en train de se passer. Là, on a basculé parce que, oui, on savait que les États-Unis appuyaient Israël depuis le déclenchement de la guerre. Mais là, à partir du moment où les Américains sont intervenus, on change complètement d'échelle. Il va falloir voir, et maintenant c'est ça le plus important, c'est les réactions des capitales étrangères. Je pense Pékin, Moscou bien entendu. Et pour le moment, on n'a pas de réaction. Parce que là, on a vraiment changé d'échelle avec le paradoxe est que Donald Trump se présentait comme celui qui ne voulait pas faire de guerre, bien au contraire. Alors que là, il s'implique directement. Donc, quelles vont être les réponses des principales capitales étrangères, sachant que là, maintenant, à Pékin, on est dans l'après-midi, à Moscou, on est au milieu de la matinée. Voilà. Donc, comment vont réagir c'est aussi une démonstration de force des Américains à l'égard de toutes les puissances concurrentes. Et d'ailleurs, dans les propos de Donald Trump, c'est assez flagrant puisqu'il dit en gros qu'on est les seuls capables de faire ça. C'est aussi un message subliminal envoyé aux compétiteurs stratégiques que sont par exemple la Chine ou la Russie. Je rappelle donc deux choses ce matin, une édition spéciale consacrée à ces frappes massives américaines. Ça a eu lieu cette nuit, des frappes qui ont touché 3 sites nucléaires en Iran, notamment celui de Fordo, un site extrêmement stratégique dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Et puis l'armée israélienne qui a annoncé il y a peu de temps avoir détecté 2 vagues de missiles tirés de l'Iran vers Israël. On le voit à Tel Aviv, Jérusalem qui a été aussi impactée. Pour l'instant, le bilan est provisoire. On parle de 11 blessés. Et l'un des principaux enseignements de cette frappe, Thierry Arnaud, c'est qu'on voit que malgré plusieurs jours d'opérations israéliennes en Iran, Tsahal n'a pas réussi à éradiquer la capacité de nuisance iranienne. Oui, elle n'est pas évidemment totalement supprimée. Il y a quelques heures, les Israéliens expliquaient qu'ils considéraient avoir éliminé la moitié de la capacité iranienne à tirer des missiles, c'est-à-dire tous les sites fixes et les sites mobiles aussi, puisque ces batteries de lance-missiles elles sont souvent placées sur des camions, ce qui permet de les déplacer et de les rendre effectivement plus difficiles à éliminer, mais en tout cas on était plutôt sur la moitié. Donc si on ajoute ces chiffres, ça veut dire que la moitié de la capacité de tir reste disponible. Si on reprend les chiffres que citait le général Pellistrodi à l'instant, en gros les 2 tiers du stock iranien de missiles est encore à disposition des autorités et des militaires de la République islamique. Donc ça veut dire qu'il reste une force de frappe effectivement disponible en Iran et que ça continue, ça n'est pas une surprise. C'est à la fois une réaction aux frappes israéliennes, aussi évidemment une réaction aux frappes américaines. Tel Aviv, ici, image en direct donc où les opérations de secours se poursuivent après donc un incident d'une nature qui reste à préciser. Est-ce que c'est un débris, est-ce que c'est un missile qui s'est abattu dans ce quartier? On le saura dans les minutes qui viennent. Élise Phillips, on vous retrouve, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV en Israël. Une 30aine de missiles iraniens ont donc été tirés vers l'État hébreu qui est en état d'alerte ce matin. Oui, tout à fait, alerte maximale. C'était déjà le cas juste après l'annonce des frappes américaines et encore plus depuis ces alertes qui ont duré 50 minutes. Une petite heure d'alerte maximale sur tout le pays et on sait déjà que plusieurs endroits ont été touchés puisque les services de secours ont diffusé des vidéos, des photos qui circulent beaucoup depuis tout à l'heure, des différents sites touchés et on voit certains dégâts extrêmement importants. Il y a des vidéos notamment d'immeubles qui ont été touchés soit par des missiles de façon directe, soit par des débris. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais il y a déjà des blessés. Il va falloir attendre encore quelques heures pour savoir quelle est l'étendue des dégâts, combien de victimes exactement, combien de blessés, peut-être des morts. Pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est vrai que cette attaque ce matin a été massive. Elle a démarré vers 8h30, ici 7h30, pardon, ici en Israël. Elle a duré 50 minutes et toute la population a été appelée à se réfugier dans les abris. Nous étions tout à l'heure avec eux dans notre hôtel, dans le bunker de l'hôtel. Tous les clients étaient là
et s'inquiéter parce que les détonations ont été très fortes ici à Tel Aviv. On en a entendu plusieurs, les vitres, les murs ont tremblé et puis il y a eu plusieurs alertes aussi, ce qui n'est pas forcément très habituel. Et d'habitude, il y a une alerte et puis elle est levée quelques minutes plus tard. Là, ça a duré. On a senti, tout le monde a compris que l'alerte était maximum, que l'attaque était assez massive. Et maintenant, donc, ces dégâts assez importants. On attend de savoir encore une fois quel est le bilan donné par les autorités, les services de secours. Mais c'est une attaque massive qui a eu lieu ce matin ici en Israël après eh bien, la réponse des États-Unis en Iran il y a quelques heures. Philippe à Tel Aviv avec Simon Pires de Souza derrière la caméra. Il est 7h30. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur BFM TV Week-end Première qui est en édition spéciale ce matin parce que les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit. 3 sites stratégiques ont été visés, notamment Fordo, cette usine d'enrichissement d'uranium. Et ce que vous voyez à l'image, eh bien finalement c'est la réponse de l'Iran. Oui, ce sont des images en direct. Plusieurs dizaines de missiles iraniens ont été tirés vers Israël. C'est la télévision d'État iranienne qui l'a annoncé. Premier bilan donné par les secours israéliens, 11 blessés, on nous signale d'importants dégâts dans le centre d'Israël après le tir de ces missiles iraniens. Donc un bilan qui pourrait être amené à évoluer à la hausse dans les minutes qui viennent. La question qu'on se pose ce matin, Jérôme Pellistrandi, c'est la réaction iranienne, l'Iran qui nous dit qu'il y aura des conséquences éternelles aux frappes américaines. Elle a tiré des missiles, mais il faut faire le distinguo entre ce qui est la rhétorique du régime et ce qui est la réalité. Oui, et d'autant plus que, est-ce que ces tirs de missiles sont là une réponse ou est-ce qu'ils s'inscrivaient en quelque sorte dans la guerre qui a débuté il y a 10 jours? Une chose est sûre, c'est que de toute façon, depuis des décennies, le régime iranien est dans la surenchère verbale. Ils promettent d'abord... Ne l'oublions pas, et ça c'est fondamental, depuis plus de 40 ans, ils promettent la destruction de l'État d'Israël. Bon, ça c'est l'élément existentiel. Maintenant, que vont-ils faire contre les États-Unis? La question elle est là, parce que militairement, ils ne peuvent pas faire grand-chose, en quelque sorte. Ils peuvent, oui, frapper des bases américaines qui sont dans le Golfe arabo-persique, mais le déséquilibre est totalement en leur défaveur. Donc il va falloir peut-être des modes d'action différents. Maintenant, c'est aussi à Téhéran, je dirais, la lutte interne entre les pragmatiques qui voient quand même qu'ils vont droit dans le mur, et puis les idéologues qui, eux... mourir en martyr ne leur pose pas de problème. Donc c'est ça aussi qui va jouer dans les heures à venir à Téhéran. Quelle riposte entre quelque chose qui permettrait de sauver la face ou de vouloir aller plus loin dans le conflit. Alors là, général, on parle de l'Iran. Thierry Arnaud, je me retourne vers vous. On va aussi s'intéresser aux États-Unis. Puisqu'on a vu qu'entre vendredi où Donald Trump se laisse 15 jours, il se laissait 15 jours pour prendre une décision d'une possible frappe. On voit que sa prise de décision a été assez rapide. Seulement 3 jours pour décider de frapper l'Iran. Est-ce qu'on peut imaginer que les Américains frappent de nouveau cette nuit, dans les prochains jours, de manière très rapprochée? Oui, alors d'abord, on n'a pas la certitude qu'au moment où il s'exprime vendredi, Donald Trump n'a pas déjà pris la décision et il n'est pas en train de bluffer en quelque sorte, de dire qu'il se donne le temps parce qu'il veut préserver au maximum l'effet de surprise de ces frappes, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres frappes américaines? Il a été assez clair finalement là-dessus dans son allocution cette nuit, le président américain, en disant qu'au fond, ça dépendait des Iraniens. Si les Iraniens acceptent de venir à la table des négociations et déposent des armes, les frappes américaines s'arrêteront. Si l'Iran continue de taper Israël et si surtout, bien sûr, l'Iran s'en prend aux intérêts américains, je pense prioritairement aux nombreuses bases américaines qui sont déployées dans le Golfe arabo-persique, dans ce cas-là, il y aura une réplique américaine avec des moyens, a dit le président américain, beaucoup plus considérables que ceux qui ont été employés dans la nuit. Alors ces images sont très signifiantes. Vous voyez sur la gauche, on distingue les rubans jaunes qui sont le souvenir des otages. Hein, c'est ça, c'est le signe de ralliement des proches d'otages. On voit aussi qu'il y a... C'est l'uniforme des sauveteurs israéliens qui effectivement sont toujours équipés de cette manière-là. C'est ce qui les distingue. Et voilà. Et donc les petits rubans jaunes, les sauveteurs israéliens. Il y a également des soldats qui sont sur place. Il y a des policiers. Ce sont des dizaines de personnes qui sont actuellement déployées dans 7 quartiers de Tel Aviv. Alors on rappelle sur les dégâts potentiels, la dernière information qui nous est parvenue,
c'est qu'on nous signale, la télévision publique israélienne signale d'importants dégâts dans le centre du pays. 11 blessés, c'est le premier bilan qui nous est donné, mais qui sera évidemment affiné dans les minutes qui viennent. Ce déploiement de force qui fait suite à cette opération américaine lancée cette nuit. La plupart des Israéliens, l'immense majorité des Israéliens, soutiennent à la fois l'opération